Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on continue les analyses de qui veut être mon associé avec ce que je crois être un duo. J'ai pas beaucoup d'informations, on va attaquer l'émission directement avec l'entrée des entrepreneurs qui sont aujourd'hui deux femmes. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi te rappeler l'usage. Alors ça va aller très vite aujourd'hui, mais laisse-moi toujours des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. C'est ce qui m'aide encore le mieux parce que ça permet de référencer les podcasts. Et sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet séminaire, il y a un séminaire qu'on organise le 11 octobre à Montpellier. Clique et réserve ta place parce qu'on a déjà écoulé complètement les Early Bird avec le code promotionnel DRSA1. Donc, tu ne peux plus taper ce code-là. Donc, DRSA, c'est les initiales de mon livre « Devenir riche sans argent ». DRSA2, donc ça c'est le nouveau code promo en capital qui te permet de bénéficier d'un prix sur les billets pour pouvoir venir le 11 octobre à Montpellier au Planète Océan. Donc voilà, ça c'est vraiment important parce que ça te permet tout simplement de nous rencontrer, de discuter avec des gens qui ont investi leur argent en immobilier et dans d'autres domaines d'activité et qui aujourd'hui sont devenus indépendants financièrement et de rencontrer les personnes, de discuter entre nous, etc. C'est excellentissime, ne serait-ce que pour la motivation, mais tout ça, je suis sûr que tu le sais déjà. Donc, je ne sais absolument pas de quoi il est question dans cette émission, donc on va le découvrir ensemble et on va voir, ni plus ni moins, cette société qu'on va nous proposer et si oui ou non on investit notre argent dans les parts qui nous sont proposées à la valeur qu'on nous propose aussi. Enfin bref, tu as l'habitude maintenant, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Oula. Ah ouais. Ça rentre partout. C'est la fête, ouais. Quelle énergie. Quelle finale. Quel début. Quelle entrée remarquée. Hello, hello. Vous voyez ces personnes derrière nous? Oui. C'est le Body Glory Gang. Et grâce à nous, elles ont passé un été cuissilicious et ont pu exprimer toute leur puissance. Vous vous demandez de quoi on vous parle? Oui. On vous explique tout. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Célia. Nous sommes les fondatrices de la marque Body Glory, une marque de cosmétiques pour solutionner vos inconforts du quotidien. Nous vous proposons de s'associer pour 100 000 € contre 10% de la société. Bon alors déjà, je veux le dire tout de suite, mais j'adore l'intro, c'est plein de vie, ça booste, ça bouge. Enfin, j'adore. Voilà, on va se dire les choses comme elles sont. J'ai tellement adoré que je me suis laissé emporter par leur pitch et que j'ai écouté au-delà du moment où je dois intervenir, c'est-à-dire de maintenant. Donc déjà, excuse-moi pour ça. D'habitude, je découvre les émissions avec toi, mais elles m'ont complètement happé dans leurs produits. Et pendant que je te parle, je suis sur leur site internet. Donc, pour info, si jamais tu as envie d'y aller, ça s'appelle bodyglory.fr, tout attaché avec des Y à chaque fois, il n'y a pas de I. Hein. Voilà, bodyglory.fr. Et bien évidemment, c'est dans le thème, c'est-à-dire qu'on est sur du produit de beauté pour tout ce qui est inconfortable au quotidien. Tu ne sais pas pour l'instant de quoi il est question, mais tu vas le savoir dans quelques secondes. Je dois intervenir maintenant pour éternellement la même remarque. Tu demandes 100 000 € pour 10% de ton chiffre d'affaires. Tu valorises donc ta boîte à 1 million d'euros. En fait, je suis tout le temps en train de répéter la même chose parce que je m'en rends vraiment compte. Les gens ne savent pas ce que tu dois faire pour avoir une société qui vaut réellement 1 million. Et crois-moi, moi j'ai deux sociétés. J'en ai une qui est en train d'approcher, voire qui va être à cette valorisation-là. Et je peux te dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut faire un certain chiffre d'affaires, que ça implique un certain travail en interne. Enfin, c'est un petit peu d'ailleurs le côté magique des startups, je vais le dire en toute transparence, et en même temps l'irréalisme de la startup, c'est-à-dire que les startupeurs ne se rendent pas vraiment compte de la réalité qu'il faut mettre en œuvre pour que la boîte vaille réellement le prix demandé. Alors après, attention, je vais le préciser aussi, mais dans le monde de la startup, effectivement, avec un chiffre d'affaires exponentiel, tu peux rapidement atteindre les montants qui justifient cette valeur, mais au demeurant, nous sommes en France, il ne faut pas se voiler la face. La réalité, elle est très simple, c'est que beaucoup de gens fantasment une valeur qu'ils n'ont pas réellement. Et en réalité,
Moi, je le vois aussi dans mon entourage. J'ai des personnes autour de moi qui me disent « Oui, mon entreprise, elle vaut 1 million d'euros. » Et je vois certains détails de la manière dont ils gèrent leur entreprise. Et je peux t'assurer que ça n'est pas aussi simple que ce que tu l'imagines. Notamment, je pense aux petits arrangements que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir sortir de l'argent, etc. En fait, pour que réellement un acquéreur, voilà, une entreprise, parce que généralement tu vends ces sociétés à ce prix-là à d'autres sociétés, achète ton fonds, ton activité à la valeur d'1 million d'euros, il va falloir que tu fournisses des documents carrés et que non seulement les documents soient au carré, mais que derrière, quand ils vont rentrer et faire un audit de la société, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un audit, moi j'en fais, c'est vraiment c'est lourd, quoi. C'est pas aussi simple que ce que tu peux croire. On va regarder surtout les créances externes, etc. Enfin bref, c'est de la compta en interne. Il faut au moins que tu comprennes comment ça marche. Mais en fait, la réalité, elle est toute simple. Elle est qu'il y a un écart immense entre la réalité de mon entreprise vaut 1 million et ce que je dois produire pour qu'elle vaille ce million. Et ça, j'aimerais que tu en prennes conscience. Et à chaque fois, je prends le temps de toujours te dire oui, alors il faut que tu aies du chiffre d'affaires. Mais non, en fait, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Et bon, on est dans du cosmétique, donc je pense effectivement qu'il y a une valorisation d'un certain niveau, mais je ne pense pas que les gens mesurent le niveau d'exigence en interne qu'il faut pour atteindre cette valorisation. Bref, le produit est quand même excellentissime et tu vas le voir maintenant. Patrick Magnéto. Et si on est devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre premier produit qui s'attaque à un sujet un peu tabou, les cuisses qui se touchent. Vous voyez ce que c'est, les cuisses qui se touchent? Sachez que 78% des hommes et des femmes... Bah, montrez pas les doigts. Pardon, je pensais que vous m'aviez fait un signe en me disant oui. Je plaisante. Sachez donc que 78% d'hommes et de femmes souffrent chaque été lorsqu'ils portent des shorts, des jupes ou encore des robes. 78%. Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi? La honte ou la culpabilité de ne pas correspondre aux standards. Sauf que 78% de la population, ce n'est plus une niche, c'est un standard, et c'est nous. Depuis chaque été, nous cherchons des solutions de substitution, dit remède de grand-mère, puisqu'il n'y a aucun produit sur le marché. Du short, au talc, aux crèmes pour les pieds. Rien de confortable et rien de clean. Bref, 5 ans à attendre qu'une solution miracle sorte. On y a dédié nos soirées, nos week-ends, en parallèle de notre job. Et aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter Cuisses qui se touchent. Le premier soin dédié à vos cuisses, pour qu'elles s'embrassent sans s'embraser. Composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et fabriqué en France. Nous avons réalisé une campagne de financement participatif et vendu 2500 sticks en 3 mois. Hier, c'était une discussion entre copines. Aujourd'hui, on est des milliers. Demain, on veut toucher des millions de personnes. Alors, êtes-vous prêts à rejoindre le mouvement de la cuissance? On sait que vous avez des questions, mais avant ça, on aimerait remercier notre gang. Bravo le gang. Félicitations. Merci les filles. Merci. Et peut-être avant de répondre à vos questions, on peut vous donner le Vous avez produit. peut-être envie de le voir de plus près. Oui. Vous puissiez J'ai envie le de tester. l'essayer. Mais bien sûr. Non, moi je boude. Tellement, vous les pas. Parce que c'est bon pour les filles en jupe, mais c'est bon pour les garçons en maillot aussi. Et tout à fait. On l'appelle la cuissance au masculin et les hommes sont aussi touchés par ce problème. Je vais peut-être le seul ici, mais je comprends pas du tout de quoi vous parlez depuis le début, les cuisses qui se touchent. Entre les deux qui Exactement. se frottent là, entre Non, mais Bah oui. je comprends Alors. le principe, mais qu'est-ce que... Non, mais si tu fais un footing, par exemple, effectivement, t'as les cuisses qui se touchent, donc ça t'arrive pas d'avoir ce qu'on appelle des échauffements. Je dois pas être sportif. Parce que... Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs que Decathlon fait ces cyclistes qui permettent de ne pas avoir les cuisses qui se touchent. Donc ça va pour les footings. Par contre, c'est rare que tu ailles à un pique-nique avec ton cycliste. Et donc là, en short, ça fonctionne déjà beaucoup moins. Tout à fait. Effectivement, c'est rare d'aller à un pique-nique en cyclisme, mais il faut savoir qu'énormément de femmes portent des shorts sous leur robe parce que justement, la cuisse, du coup, se touche. Avec la transpiration, la chaleur, ça forme une brûlure et une irritation. À partir du moment où ça a commencé à brûler, chaque pas est une souffrance. À savoir que beaucoup de femmes ont arrêté de porter des robes, des jupes ou des shorts l'été à cause de ça. Parce qu'elles ont mal et qu'elles ne veulent pas souffrir et qu'elles n'ont aucune solution proposée. Et alors, ça s'applique comment? Parce qu'en termes d'usage, ça se met avant, ça se met après, parce qu'on Ça a se met compris le plutôt stick. avant en prévention et tout simplement, comme ceci. Voilà. Ok, en prévention. Et là, je Ok. peux marcher des heures tranquillement. Nous, on a tout fait pour faire un produit qui soit fabriqué en France, un packaging avec du plastique recyclé, des produits à l'intérieur qui sont naturels, clean, qui sont aussi pour certains bio. Nous, c'est la chose sur laquelle on doit être les plus solides possible, c'est l'efficacité. On n'aura pas de deuxième chance auprès de nos utilisateurs. Ils l'utiliseront une fois, ça marche pas. Si ça ne marche pas, ils ne reviendront pas. Donc on a été très très exigeante. On a fait plus de 8 versions de ce premier produit Tout à parce fait. qu'il était hors de question de commercialiser quelque chose qui était passable. Donc vous avez vendu 2500 sticks Tout à fait. pour un chiffre d'affaires de combien? 42 000 euros. 42 000 euros. Quel est le prix du stick? 15 euros. Bah, du coup, 15 euros.
Quelles sont vos marges? Alors, on marge à 72% actuellement. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on a cette marge-là parce qu'on a fait le minimum de commandes dans nos usines, dans les packaging. Après, on pourra faire des économies d'échelle si on commande plus. C'est vendu comment? Pour l'instant, c'est vendu sur notre e-shop. Ok. Et l'idée, c'est aussi de toucher les grands distributeurs. Combien vous avez investi dans la boîte personnellement? Au début, on a investi 15 000 €. Ouais. Exactement. Et là, aujourd'hui, à date, en fait, grâce à cette campagne de financement, on est rentable sur la première production. Et on n'a pas encore tout vendu. Il nous reste 7 000 sticks à écouter. 7 000. Vous connaissez votre panier moyen d'achat sur Internet? Généralement, notre panier moyen, c'est 2 sticks. 30 € à peu près. Ouais, voilà, 30 €. Et votre coût d'acquisition client quand vous faites des pubs sur Facebook, On n'a Instagram? pas fait pub. Vous en avez fait 0. Nous, ce qu'on a surtout créé, c'est notre communauté. Alors, c'est vrai que maintenant, peut-être tout le monde peut insister là-dessus, mais on tient vraiment, on répond aux messages, on échange avec eux. C'est quelque chose d'intime. Justement, on part sur ces problèmes dont on n'ose pas parler. Donc, il faut qu'on puisse avoir un lien très fort avec eux. Et au total, cette communauté, elle représente combien de personnes? On en 20 000? On en a plus de 5 000 sur Instagram, Et plus de 8 8 000 000, sur presque TikTok. 9 000 sur TikTok. Là, tu viens d'écouter une conversation extrêmement intéressante et importante parce qu'elle te montre à quel point, quand tu maîtrises un business, tu peux anticiper et savoir finalement où tu vas. Et tu comprends aussi de quelle façon fonctionne ce genre d'échange, c'est-à-dire pourquoi d'un côté il y a des investisseurs qui sont capables de mettre de l'argent dans des startups et pourquoi de l'autre côté il y a ce qu'on appelle des start-upers qui eux viennent avec simplement un produit qu'ils arrivent à vendre et un plafond de verre qui les arrête ou en tout cas un problème qui les empêche de se développer à l'échelle qu'ils aimeraient. Et cette rencontre génère ce genre d'échange qui fait que à un moment donné ou à un autre, l'argent transite entre les deux parties et on finit avec ou pas d'ailleurs des histoires, des success stories. Pour te donner une idée, j'avais évalué par rapport aux chiffres qui avaient été donnés précédemment un chiffre d'affaires de 37 500 € alors qu'elle a répondu qu'elle était plutôt dans les 42 000 €. Moi, j'avais fait une multiplication toute bête de 2500 x 15. Or, quand tu vois ce qu'elle te dit, c'est-à-dire qu'elle a fait 42 000 € et que tu divises par 2500, elle a plutôt un panier moyen à 16,80. Ça veut dire qu'elle a quelques clients qui commandent 2 sticks et une majorité de clients qui n'en commandent qu'un seul, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est dans une jeune entreprise qui vient à peine d'être lancée. Par contre, ce qu'il y a de positif, c'est qu'elles ont fait du chiffre d'affaires et qu'elles répondent à un problème. La valorisation n'est pas liée à une rationalité de chiffre d'affaires, mais elle est liée à une part de marché qu'elles peuvent prendre puisque, comme elles l'ont très justement dit, elles sont seules sur le marché. Elles ont identifié un problème qui touche 78% de la population. Donc, il y a énormément de gens qui connaissent ce problème. D'ailleurs, la preuve, Jean-Pierre, qui est un homme, est très au courant du problème, au point que ça a créé une espèce de blague de private joke, puisqu'il a dit « Non, mais attendez, ne me montrez pas du doigt. Je sais simplement que Decathlon, avec les cyclistes pour les vélos, ont déjà anticipé le problème avec un vêtement, un cycliste. Cycliste, oui, ça se dit comme ça. Mais ça ne règle en rien le problème qu'elle essaye de régler, à savoir un stick que tu passes sur tes jambes et qui permet notamment aux filles de ne pas avoir à porter un short sur leur jupe et aux hommes en maillot de ne pas avoir de douleur. Parce que ce sur quoi elles ont mis le doigt et qui est une réalité, c'est que dès l'instant que tu commences à brûler tes cuisses et que, comme elles l'ont dit, il y a une croûte qui se forme, et à chaque fois que ça se touche, ça brûle. Et à la fin, tu peux presque même plus marcher. Alors j'exagère, mais tu comprends le délire. Enfin, moi, j'ai très bien compris, je n'ai pas besoin qu'on me l'explique 10 fois. Et elles interviennent à ce moment-là et elles précisent qu'elles ont donc élaboré et ressorti plusieurs fois leurs produits jusqu'à ce qu'ils soient efficaces parce qu'elles n'avaient pas le droit de se planter au départ. Et elles ont tout à fait raison, puisque personne ne s'est jamais attaqué au problème. Elles n'ont qu'une seule chance de faire bonne impression. Et donc, il faut absolument que leurs produits, tout de suite, règlent le problème. Ce qui est certain, mais alors je te le dis comme je le pense, c'est que qu'elles aient ou pas un financement, l'émission a été pour elles un tremplin colossal. Parce que derrière, je suis sûr qu'en ayant été médiatisées, elles ont fait exploser leurs commandes parce qu'en fait, elles règlent un problème et en passant à la télé, elles ont un coffre de résonance qui leur permet de se faire connaître. Et comme elles savent déjà qu'elles touchent 78% des consommateurs, mécaniquement, passe à la télé, le chiffre augmente. Et là, pour les investisseurs, j'ai presque envie de dire que c'est trop facile. Ils disent oui, ils signent l'accord avant la mise en ligne, c'est pas le bon terme, mais avant la diffusion de l'émission. Et bam, à ce moment-là, ils savent que le chiffre d'affaires va exploser une fois que l'émission est diffusée et que l'argent investi dans la société est mathématiquement démultiplié par
la mise en avant du produit et du service. En plus, je veux le préciser, mais leur site internet, on peut reprocher, on peut penser entre guillemets ce qu'on veut du site, mais personnellement, je le trouve très bien fait. Entre-temps, alors je ne sais pas si c'est pour l'émission, mais il y a eu sûrement des améliorations dans les sticks qui sont proposés, les packaging, etc. Donc la finalité, c'est que pour moi, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas marché et je ne vois pas comment que quelqu'un ne va pas investir dans cette société-là. On va le découvrir, mais je pense qu'elles vont récupérer du financement, ne serait-ce que parce que déjà elles répondent à un vrai problème et surtout parce qu'en fait elles ont un produit qui est unique sur le marché, donc elles peuvent capter 100% de la valeur. Et ça, tu vois, comme quoi, je te disais tout à l'heure qu'il faut absolument que ta société soit structurée pour justifier de la valo. Mais là, tu as l'argument du monopole quasiment. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le monopole, c'est la primeur de s'être lancé sur un marché où il n'y a personne qui fait la valeur du produit. Et donc, si l'investisseur l'identifie, et là je te rassure, tout le monde va l'avoir identifié, bien il n'y a aucun problème. Tout le monde va lever le portefeuille et tout le monde va vouloir financer ce produit. Alors, il peut y avoir des gens comme Eric qui ne comprennent pas le produit et qui vont dire « Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon domaine parce qu'on est quand même dans de la cosmétique, ça peut être particulier. » Mais entre toi et moi, je vois le potentiel. Je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas le financement. Mais ça, on va le savoir dans un instant. Et les 100 000 €, c'est pour faire quoi? Alors, il y a plusieurs points. Il va y avoir du coup forcément préparer l'été prochain, ce qui veut dire relancer une nouvelle production, prévoir la logistique qui va suivre derrière et du coup aussi prévoir une force commerciale pour être sûr d'être distribué le plus possible, y compris en point de vente. Et est-ce que vous pensez arrêter votre job avec les 100 000 € pour aller dans la boîte? C'est l'objectif. C'est voilà. Clairement l'objectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité professionnelle? Donc moi, je suis directrice artistique. Moi, je travaille dans le marketing digital et aujourd'hui, d'être encore en poste nous permet de financer justement l'entreprise. Là, c'est excellent. Premièrement, elle répond clairement à la question des 100 000 € et c'est vraiment un gros point pour elle parce que il n'y a pas beaucoup de réponses aussi claires qui sont souvent formulées dans l'émission et c'est, à mon sens, un argument en leur faveur pour récolter l'argent, mais ça reste mon analyse personnelle. Ce qui est intéressant pour toi qui écoutes l'émission, elles sont en poste. Elles travaillent 35 heures au quotidien dans le job qu'elles viennent d'énumérer, directrice artistique et directrice marketing web. Et à côté, elles travaillent 35 heures, sûrement plus, dans leur propre entreprise. Toi qui écoutes, j'ai une question. Tu fais quoi à côté de ton travail? Oui, je te pose la question. Il n'y a pas d'excuse. Tu as deux nénettes là qui sont en train de pitcher leurs produits qu'elles ont créés en travaillant. Quand je dis qu'en France, avec les 35 heures, tu ne travailles pas, c'est un hobby, c'est le temps que tu dois passer par semaine au sport, je le pense vraiment. C'est-à-dire que si tu travailles 35 heures sur des horaires du style 9 à 16, mais tu as le temps, mais tu as largement le temps de faire tellement d'autres choses. Moi, j'ai un enfant, je ne rentre pas chez moi avant 19h le soir. C'est pas envisageable en fait. Je ne comprends même pas qu'est-ce que tu fous de 16h à 19h chez toi. Hein? Je m'occupe de mes enfants. Ben oui, tu leur montres que tu ne travailles pas en fait. Oui, je m'occupe de mon jardin. Non mais on s'en fout. C'est pas ça qui va te faire avancer dans la vie. Il y a un moment donné, tu crées quelque chose à côté, que tu développes, comme ils disent aux États-Unis, un side business. Et si le side business devient un primero business, en espagnol, hein eh ben voilà, tant mieux pour toi. Mais tant que le side business n'a pas une taille convenable, mais je comprends pas ce que tu fous chez toi avec un simple 35 heures. C'est pas acceptable en fait. Et si tu l'acceptes, il n'y a rien de normal dans la situation. Elles sont en train de te le montrer. Bref, je reviens sur les 100 000 € qui, à mon sens, sont dépensés d'une certaine manière. Si un investisseur met de l'argent, il va peut-être proposer une autre façon de dépenser justement ce capital et lui va pouvoir apporter une phase de commercialisation par des relations qu'il a déjà en optimisant l'argent qu'elles vont récolter pour pouvoir l'allouer dans autre chose. C'est très intéressant. Je pense qu'elles ont un excellent projet. Je pense qu'elles vont trouver leur financement et je pense que comme elles l'ont dit tout à l'heure, en plus elles peuvent améliorer leur marge et c'est là qu'il va falloir aller chercher. Donc on va voir la suite de l'échange, mais toi ce que tu dois retenir, c'est que tu n'as aucune excuse pour ne pas déjà avoir créé quelque chose à côté de ton activité principale. Votre coût d'acquisition va être un vrai problème dans votre business parce que toutes les marques qui vendent des produits online sont en train de souffrir. Généralement, pour que ça fonctionne, historiquement, il faut un top produit, un produit phare qui fonctionne et qui cartonne. Espérons que ce soit celui-là. Et ensuite, il faut en développer quand même pas mal. Parce qu'en réalité, l'objectif et votre mission principale, c'est de monter votre panier moyen et de le faire passer de 30 € à 60 € avec des produits du quotidien qui vont être utilisés de manière très régulière. Et ça, il faut le garder en tête.
Bien sûr, on a d'autres produits à développer. L'idée, c'est d'aller sur tout ce qui est, on va dire, pas marketable par les grands acteurs de la cosmétique parce qu'ils peuvent considérer ça comme pas sexy. Nous, on y va à fond. C'est pas sexy, on va le décomplexer. Aux États-Unis, ils ont fait les transpirations entre les seins, par exemple. Exactement. Tout à fait. Tout genre de choses. Alors aujourd'hui, vous avez lancé votre business il y a pas très longtemps. Vous avez fabriqué donc 10 000, si je comprends bien. Tout à fait. Donc vous en avez vendu 25%. Vous n'avez pas encore de canaux d'acquisition, pas encore de canaux de distribution. Donc il y a vraiment encore tout à faire. Et pourtant, vous valorisez votre entreprise 1 million. Est-ce que vous avez des arguments supplémentaires pour justifier cette valorisation? Et surtout, ne me dites pas, ah, ça vaut 1 million parce qu'en fait, c'est un marché énorme. Parce que ça, c'est pas une réponse. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a réussi à faire en étant en temps partiel? Si on est en temps plein, nous, c'est quelque chose qu'on est certaine de réussir à faire exploser. C'est votre première levée de fonds, là? Ouais, c'est la première. On est personne, ça on est totalement consciente qu'on est face à vous en étant personne comme acteur de la cosmétique, mais on sait que notre valorisation aussi, elle est notre exigence. Et ça pourrait paraître bête de dire mon produit il est efficace, mais en fait, on sait que c'est pas toujours le cas quand un produit sort. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, vous êtes sur un univers qui est assez funky, assez rigolo, donc je pense que vous avez réussi à créer un bon positionnement de marque. Et effectivement, sortir un produit, le packager qui a l'air de fonctionner, ça c'est super. Mais ce qui va pour moi me poser le plus gros problème, c'est vraiment la valorisation. Je comprends que vous êtes exigeante dans votre démarche, mais là j'ai vraiment l'impression que vous arrivez là et que en vous proposant 1 million comme ça, vous fermez la porte à un investissement parce que je ne sais pas si vous vous rendez quand même compte de ce que vous valorisez, de ce que vous demandez par rapport à la réalité de ce que vous avez fait commercialement. Et je ne cherche pas à diminuer le travail que vous avez fait sur le produit. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, je vais passer. Pardonne-moi, c'est un rire de... C'est marrant parce que je t'ai fait tout un laïus dans cette émission pour t'expliquer le problème de la valorisation qui est redondant dans ces émissions. Alors c'est très amusant et honnêtement je vais te dire quelque chose, je suis hyper heureux d'avoir fait ces analyses depuis toutes ces années. Je vais te dire pourquoi, même si je te le répète, je suis obligé de te le dire. On arrive à la fin d'un cycle sur ces podcasts. Je commence à avoir une idée qui se dessine pour la suite. Il y aura peut-être beaucoup moins d'émissions mais de meilleure qualité, mais bref tu verras, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans mes productions de contenu divers et variés. Et non seulement je suis très heureux, mais là, on est encore dans le cœur d'un sujet que j'ai lancé en début d'émission et qui, sans le vouloir, parce que honnêtement, tu n'es pas obligé de me croire, mais je ne connais pas ces émissions à l'avance, je les découvre avec toi. Et c'est amusant de voir que tu vois, Éric Larchevêque, bim, il leur pose la question, mais comment vous avez fait pour évaluer votre boîte à 1 million? Vous ne pouvez pas, avec un si petit chiffre d'affaires, arriver là et dire ça vaut 1 million. Et en même temps, je vais te dire autre chose, de l'autre côté du spectre, la réponse qui vient d'être formulée. Donc, quelle est ton opinion sur cette réponse? Déjà, je vais quand même poser la question, parce que tu as le droit d'avoir une opinion, mais je trouve la réponse cohérente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est ton objectif d'arriver à 1 million d'euros et que tu te sens capable de les réaliser, de les produire avec ton entreprise, tu aurais tort de ne pas le faire savoir. Maintenant, toujours pareil, je l'ai dit au début, je ne vais pas le redire à la fin, mais je vais quand même le repréciser rapidement. Quand tu sais, moi je sais maintenant le travail que c'est d'arriver à produire une boîte qui vaut 1 million, c'est un travail de malade, de psychopathe. Et je ne pense pas que les gens s'en rendent compte. Et alors j'emploie le terme de psychopathe, il n'est peut-être pas approprié, mais je veux dire, derrière, de l'autre côté, je peux t'assurer que ça n'est pas comme tu l'imagines. Ça n'est pas funky. Voilà, c'est pas funky, on va se dire les choses comme elles sont. C'est pas la fête, c'est pas ouah, je fais du pognon. Déjà, tu brasses de l'argent, il faut le savoir, tu brasses plus d'argent que ce qu'il en reste pour toi. Moi, quand je vois le volume de flux qu'on génère, le chiffre d'affaires, donc nous, on a un volume de flux parce qu'on est dans une activité où il y a du flux. Ça veut dire qu'on gère de l'argent qui n'est pas à nous. Donc le volume de flux, il est colossal. Notre chiffre d'affaires, il est bien moindre par rapport à notre flux. Le chiffre d'affaires, quand on a tout payé, les charges sociales sur les salariés, les machins, les trucs, ce qui reste à la fin, de toi à moi, je vais te le dire abruptement, mais c'est décevant. Et donc, pour arriver et dire, ouais, ça vaut 1 million, non mais, les gars, voilà. Oui, tu peux le dire, tu peux le prétendre. Mais à un moment donné, il va falloir amener d'autres arguments, comme l'a dit Eric, que simplement le fait de dire, ça les vaut parce que je vais y arriver. Ça les vaut parce que, en fait, le marché, la taille du marché m'amènera à ce résultat-là. Non, il y a un travail à fournir, en fait, pour que ça les vale. Et ce travail-là, surtout quand tu commences, il n'y a rien qui prouve que tu es capable de le faire. Parce que je peux t'assurer que dans le chemin,
Il y a plein de fois où tu peux peut-être vouloir abandonner et où tu vas d'ailleurs abandonner. Il y a plein de fois où tu peux te planter. Il y a un phénomène auquel la plupart des gens ne pensent pas. Mais alors vraiment, c'est incroyable à quel point les gens n'y pensent pas. Les gens ont peur de faire faillite. Mais les gens ne savent pas qu'une croissance trop forte peut aussi t'amener à fermer ta boîte. Et crois-moi qu'avoir une hyper croissance, c'est plus difficile à gérer qu'avoir un problème de faillite. Mais bref. Je ne suis pas là pour rentrer dans ces détails-là parce que je vais parler de moi et ce n'est pas le but. Donc moi, ce que j'essaie de te faire passer comme message, c'est exactement ce qu'a voulu tout de suite mettre au clair Eric, c'est qu'il n'est pas question que de prétendre à un chiffre d'affaires. Faut-il être encore sûr de pouvoir atteindre ce niveau-là et ça n'est pas facile. En plus, on est en France, on a extrêmement beaucoup d'administratifs qui s'ajoutent par-dessus de la fiscalité avec tout un tas, que dis-je, pléthore de conseillers autour de toi qui viennent chacun te prêcher la bonne parole parce que tout le monde sait mieux que toi ce que tu dois faire pour atteindre un objectif, mais personne autour de toi n'atteint l'objectif que tu es en train d'atteindre. Donc de toute façon, tu es le seul en place pour être capable de savoir les directions que tu dois prendre. Et quand tu fais quelque chose que personne d'autre n'a fait avant toi, vers qui veux-tu te tourner pour avoir un bon conseil? Au mieux, tu entends ce que tout le monde te dit, puis tu prends ta décision. Au pire, tu écoutes un conseil, mais tu ne pourras pas de toute façon te retourner contre le conseilleur parce que le conseilleur n'est pas le payeur. Bref, elles peuvent peut-être réussir à lever cet argent. Il y a Eric qui a parlé direct parce qu'Eric est très à cheval sur les chiffres et il a raison. Quand on investit son argent, on est à cheval sur l'argent, c'est normal. Il n'est pas là pour perdre de l'argent, il est là pour en gagner. Et quand on veut gagner de l'argent, on est assez froid, c'est comme ça. Mais on va voir ce que vont dire les autres. Bref, sans plus de transition, on écoute. Ce qui est très intéressant, c'est le positionnement, le côté funky, la fête et la communauté que vous créez et ce bouche à oreille. Et je pense que vous tenez là quelque chose qui va être porteur. Mais c'est un produit. Oui, d'accord, d'autres. Pour l'instant, c'est un produit. Certainement une aventure qui peut fonctionner, mais avec la valorisation et la situation actuelle, pour ces raisons, moi, je vais passer. Mais je vous encourage à continuer. Merci beaucoup. On vous encourage à continuer, mais je pense que de toute façon, vous ne pensiez pas arrêter. Ah non. La question Quelle que soit la remarque Alors qu'on aurait continuez fait. sans moi. Non, mais parce qu'on sent effectivement, donc il y a une énergie qui vous anime là, qui est assez formidable. C'est-à-dire que vous brillez et pas seulement effectivement donc au niveau des vêtements. Quoi. Le duo est super sympa et fonctionne à merveille. Je trouve le nom génial. On sent que vous êtes des championnes du marketing et qu'en plus donc vous êtes complètement en phase avec votre clientèle. C'est-à-dire que vous désinhibez complètement les gens. Donc, et on a tous envie de s'en mettre immédiatement, même si le besoin n'existait pas. Voilà, donc moi je pense que ça va marcher sur ce produit-là. Maintenant, moi je suis assez d'accord, indépendamment de la valo. De toute façon, moi je pense que la stratégie que vous développez, c'est prématuré de faire entrer un investisseur, puisque vous avez encore un stock non écoulé. Donc j'attends de voir la suite, mais j'en serai pas pour l'instant. Merci beaucoup. J'ai laissé les deux ensemble, Jean-Pierre et Isabelle Chevalier parler parce que je trouvais que ça, voilà, ils sont dans le même tempo. Tout à l'heure, j'ai pas relevé, mais c'est vrai que tu dois le savoir, sur un site de e-commerce, il y a quand même besoin qu'il y ait plusieurs produits. Un seul produit ne suffit pas. Ou si tu prends un produit, d'être en mesure de le décliner dans plusieurs, exemplaires, en tout cas, avoir de la différenciation dans le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elles ont peut-être un banger, comme ils disent les Américains, mais le problème, c'est que même si elles ont un banger, rien ne prouve que ça l'est, puisqu'elles sont écoulées que 25% du stock. Et Jean-Pierre, d'ailleurs, le remet sur la table en disant, voilà, je vais attendre de voir que vous écouliez le reste du stock, et à ce moment-là, peut-être, nous pourrons envisager quelque chose. Et encore, c'est à peine sous-entendu, parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de recul. Et c'est un problème aussi, l'âge de création de ta boîte. Non pas qu'il faille que tu aies fait beaucoup de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est que tu es dans un domaine où justement on peut se dire « Ah là, il y a du gros fric à se faire, c'est déjà validé et validable parce que le modèle existe ». Là, on est dans un cas particulier où en fait, elles ouvrent un marché, elles créent un produit sur un marché qui n'existe pas. Et du coup, il y a un manque de recul, donc on ne peut pas nier l'existence du besoin, mais en même temps, on ne peut pas valider le fait que ça fonctionne. Et tu le sens le paradoxe. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une erreur qui est faite pour moi, c'est mon opinion, je la mets là, je peux me tromper, mais je pense qu'il y en a une des deux qui aurait dû arrêter. Je pense que là en venant à l'émission, elles auraient dû peut-être patienter la session d'après, qu'une des deux arrête pour se donner à fond.
générer un petit peu plus de chiffre d'affaires pour valider le modèle, entamer plus leur stock ou rouler sur un second stock, tu vois. Et là, ça n'aurait pas été la même parce qu'il y aurait eu plus de validation sur le projet et peut-être qu'elles n'auraient même pas eu besoin de financement d'ailleurs. C'est ce qu'on peut m'opposer dans mon raisonnement. Mais pour autant, voilà. Je veux dire, il y a un manque de visibilité évident qui est lié à, j'ai envie de dire, un marché inconnu. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle soit pionnière sur un marché où il n'y a personne d'autre qu'elle et qui crée cette espèce de crainte. Ce qui ne veut pas dire que sur les 2 derniers investisseurs qui restent, il n'y en ait pas un qui mette de l'argent. Mais ce qui veut simplement dire que toi qui écoutes, tu dois le prendre en considération. Quand tu es le premier arrivé sur un marché, tu auras ce que moi j'appelle la prime au premier, que tu trouves dans mon livre Devenir riche sans argent. Ça, c'est une réalité. Mais c'est à toi de prendre la prime. Et après, en fonction de la valeur de cette prime, de soit aller chercher plus, soit te contenter de ce que tu as. Ça, c'est un choix qui t'appartient. Alors, écoutez, c'est difficile parce que je crois que vous cochez quand même toutes les cases. Donc, vous avez fait passer un très bon moment. Vous êtes dynamique, vous savez ce que vous voulez, vous adressez à un besoin qui aujourd'hui n'est pas couvert. Vous sortez des stéréotypes, donc je trouve que ça, c'est bien. En revanche, la valorisation, elle est vraiment très déconnectée de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas de rapport entre le chiffre d'affaires que vous avez fait et la valorisation que vous demandez. Donc, pour cette raison-là, je vais passer. Mais vraiment, bravo pour ce que vous faites. Parce que vous avez vraiment quelque chose à communiquer et vous faites passer quelque chose de très, très important. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Il ne reste plus qu'un investisseur, Anthony, qui peut créer la surprise malgré tout. Delphine a emboîté le pas à tous les autres pour la même raison, la valorisation. J'ai fait d'entrée de jeu, un laïus sur la valeur sans savoir que ça allait être l'élément qui allait faire péricliter ce projet. J'en suis d'ailleurs navré, c'était peut-être une prophétie autoréalisatrice. Pourtant, je me suis complètement fait happer par leur pitch au début de l'émission et je te l'ai dit d'ailleurs, j'avais dépassé la limite mais j'étais obligé d'écouter parce qu'effectivement, Delphine vient de tout dire. On est dans un paradoxe et les paradoxes, c'est compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'elles cochent toutes les cases. Elles ont tout ce qu'il faut pour réussir. Elles ont vraiment le produit. Elles ont tout en fait. Mais il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est que déjà, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elles peuvent le faire sans lever de fonds. Parce que comme c'est rentable, elles ont 72% de marge. Normalement, si elles gèrent bien, elles peuvent comme ça faire rouler leur stock, grossir leur capital en interne, puis après avoir l'argent d'aller chercher l'investissement seul. Donc, c'est le paradoxe des financements souvent, c'est qu'on a tendance à se dire commence par faire les premières étapes et je rentrerai après parce que le financier, il a envie finalement de ne pas prendre de risques et d'avoir tout de suite son retour sur investissement avec des éléments de preuve qu'en mettant son argent, il va à minima le récupérer. Sauf que l'entrepreneur, lui, il ne voit pas du tout les choses du même œil. L'entrepreneur, lui, il se dit moi, attends, j'ai envie d'avoir l'investisseur maintenant parce que l'investisseur maintenant, ça me fait tellement accélérer que je prends le marché. Et donc, on est vraiment dans une situation très particulière où je comprends les deux parties et où finalement, elle cherche quelqu'un qui va parier sur le projet. On cherche un parieur. Ça existe. Faut que tu l'entendes. Malgré le discours que j'ai pu avoir dans cette émission, je comprends la stratégie qui est développée par nos 2 entrepreneurs, qui sont des femmes. Et j'aurais aimé qu'elles le mettent plus en avant. Qu'elles disent, oui, non, mais on entend, mais c'est un pari en fait. Nous, on veut prendre le marché. Si on prend le marché d'assaut et qu'on devient les seuls finalement positionnés sur ce marché-là, on capte 100% des commandes. Donc là, le chiffre d'affaires, ce n'est pas 1 million, c'est des millions. Donc aidez-moi à prendre le marché d'assaut. Là, ce n'est pas la même. Et donc tu le dis, oui, je cherche un parieur, je cherche quelqu'un qui a envie de parier avec moi. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas monté cette boîte de manière à ce qu'elle produise 1 million d'euros. Mais je travaille dans un groupe qui génère 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis la directrice marketing. Mon poste a généré à date les 4 millions d'euros. Voyez les stats, etc. Je connais les stratégies. En fait, tout dossier est défendable dans la mesure où tu le prépares. Il faut trouver l'axe par lequel tu vas rentrer, l'axe qui va te permettre de faire levier sur des compétences, des avantages que tu as identifiés et que peut-être tes investisseurs ne voient pas et ont besoin que tu leur mettes sous les yeux. Alors bien évidemment encore, je le dis, c'est facile pour moi, je suis assis dans un fauteuil, je fais des analyses.
Et rien n'est plus simple. Mais n'oublie pas que je suis de l'autre côté, que j'ai une société que je valorise et que je grossis d'année en année, que j'ai des investissements et des placements financiers et que ma position aujourd'hui par rapport à ces émissions, elle est certes plus simple, mais j'endosse aussi le costume de lumière pour aller avec mon bâton de pèlerin chercher de l'argent. Comme je le dis depuis des années, moi je me considère comme un leveur de fonds. Je passe plus de temps à monter des dossiers pour aller chercher de l'argent que faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup, je te le dis comme je le pense, il y a de l'argent à récupérer dans la mesure où il y a des bons projets et que tu sais les vendre. Un projet, ça se vend. D'ailleurs, on a tous quelque chose à vendre. Notre problème principal à tout un chacun, c'est qu'on ne sait pas le vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne sait généralement pas négocier, on ne sait généralement pas marketer ses propres produits. C'est pour ça qu'on prend un marketeur. Bref, c'est très dommage, mais il reste encore Anthony. Et Anthony a quand même l'âme d'un parieur. Et quand il parle en dernier, c'est qu'en général, il a un petit joker dans sa manche. On va l'écouter. Bravo pour votre prestation, c'était canon, vous êtes très souriante, vous êtes à l'aise dans le pitch, il y a une vraie énergie qui émane de vous et c'est déjà beaucoup. Je pense que vous seriez arrivé ici il y a 5 ans, vous auriez eu quasiment 4 ou 5 propositions. Depuis que les startups produits ont beaucoup échoué, les investisseurs sont un peu plus frileux parce qu'ils savent à quel point ça demande une rigueur extrême dans le développement, ça demande des communautés énormes, ça demande un travail sur le marketing, les coûts d'acquisition. Et parfois, même si 100% des utilisateurs ont un besoin, tant qu'il n'a pas été démocratisé, qu'il n'a pas été défriché par des acteurs qui ont beaucoup d'argent, ça reste très compliqué de vendre un produit parce qu'il n'est pas expliqué, parce qu'il n'est pas connu. Un exemple, Google, c'était le 37e moteur de recherche à exister. Et il y en a qui ont dépensé des dizaines de millions pour expliquer à quoi servait un moteur de recherche. Et parfois, il y a une question de timing. C'est pas toujours le premier qui arrive qui gagne. Pour moi, il y a trop de risques à ce stade. Je vais passer. Mais je vous souhaite le meilleur. Et si, à un moment, je peux vous aider en ouvrant des contacts avec la GMS, avec des Sephora, etc., vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous m'écrivez et on sera là pour vous aider. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci On a hâte beaucoup. d'être le prochain Google de la cosmétique. Je vous le souhaite. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Bravo. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Mais qui l'aurait cru? La Valo a eu raison de leur levée de fonds. Franchement, je te le dis, bon, je vais pas te faire toujours le même laïus, mais les gens ne réalisent pas le travail qu'il y a pour arriver, ne serait-ce qu'à 1 million de Valo, et alors à plusieurs millions, c'est des étapes à franchir, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est pas aussi simple que ce qu'on imagine. Et pour autant, en même temps, il faut quand même tenter l'aventure parce que c'est ce que je pense, hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, d'abnégation, de problèmes, d'aléas. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc, bon ben voilà, elles n'ont pas eu le financement. C'est triste. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais convaincu qu'elles allaient réussir parce qu'en même temps, elles ont tellement bien pitché. Et en même temps, tu as tellement de choses à aller chercher dans ce genre de contenu pour toi, dans la jovialité qui a été presque, j'ai envie de dire, virale au sein des investisseurs. Et même moi, j'étais enthousiaste en écoutant leur pitch, comme dit Jean-Pierre à un moment donné. Voilà, vous l'avez tellement bien pitché qu'on n'en a pas besoin, on a envie de l'utiliser le truc. Voilà, c'est fou de voir que tu peux être bon et cocher toutes les cases et te planter sur un détail. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça et j'aimerais que tu l'entendes. Nous, les êtres humains, on a un défaut qu'on partage tous communément, c'est la gourmandise. À l'époque, quand on était tous croyants, il y avait les 7 péchés capitaux. Et crois-moi, je ne vais pas faire le prêcheur, etc. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas là pour être ni ton père, ni rien. Mais ces 7 péchés capitaux, c'est la réalité. On est tous assujettis à ça. Ça nous gouverne. Ça prend parfois le pas sur nos décisions qui sont parfois extrêmement importante et parfois être raisonnable, ce qui est très difficile, c'est pourtant le meilleur des choix. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de l'être. La gourmandise, c'est un péché. Et là, elles ont péché par gourmandise. Elles ont voulu tellement lever qu'en fait, elles n'ont rien levé. Il vaut mieux avoir 50 000 euros de quelque chose que 100 000 de rien du tout. Je le répète tout le temps en immobilier à mes vendeurs. Tous mes vendeurs qui n'arrivent pas à vendre, quand on m'appelle et qu'on me dit « bon ben viens là Nicolas, ils n'arrivent pas à vendre, etc. » Par quoi on passe? Le prix. Le prix, c'est toujours le prix. Les gars, vous êtes trop gourmands. On l'est tous. Je le suis, tu l'es, tout le monde l'est. C'est ok, c'est notre nature profonde. Maintenant, il y a un moment donné, il faut accepter
que tu ne puisses pas avoir le montant que tu demandes. Parce que tu demandes quelque chose d'impossible. Parce que tu te bases sur des réflexions, sur des observations qui ne sont pas réelles. Et l'argument qui consisterait à me dire « Ah oui, mais mon voisin, il a vendu sa maison 400 000 euros. » Oui, mais ce n'est pas la même que la tienne. Elle n'a pas les mêmes défauts. Elle n'a pas les mêmes avantages. Ce n'est pas la même. Et même si c'est la même, elle n'est pas décorée pareil. Il n'a pas fait les mêmes choses à l'intérieur. Donc de toute façon, il y a forcément des éléments qui font que lui, il a réussi à vendre et que toi, tu n'y arriveras peut-être pas. Ou alors que tu seras celui qui vendra le plus cher des deux. Mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. Le mur de la réalité finira par te rattraper. Et si tu te le prends dans la figure, crois-moi, il fait très mal. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais là, typiquement, elles auraient demandé moins. Elles auraient eu le financement. Elles ont demandé trop. Elles passent à côté du financement. Et je te le dis comme je le pense, c'est extrêmement dommage. Même si, encore une fois, je comprends complètement la démarche. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu dois trouver un point quelque part entre les deux. Il y a ce que tu aimerais avoir, il y a ce que tu ne veux pas avoir, et entre les deux, il y a ce que tu peux avoir. Et devine quoi ? Ce que tu peux avoir ne satisfera jamais aucun de ces deux extrêmes. Tu trouveras toujours que c'est trop peu par rapport au maximum, et tu trouveras toujours que c'est trop proche de ton minimum. C'est comme ça en fait. Parce que souvent dans les affaires, comme je le dis, quand tu signes, c'est que personne n'est content. Et que c'est que tu as fait une bonne affaire. C'est comme ça. Mais bon. Bref, il reste encore un peu d'émission. On va écouter la fin. Et puis on conclut. Les comparer à Google, c'était un peu osé, mais enfin, tout est possible. Tout est possible avec Anthony. C'est pour montrer que même des boîtes qui ont vraiment un monopole énorme, en réalité, il y a aussi une vraie part de chance et de timing. Mais je pense qu'elles ont l'avantage d'avoir quelque chose qui a un momentum, qu'elles le vivent, qu'elles le développent, qu'elles fassent mousser cette communauté, puis après... Vous n'avez pas démérité, les filles, vous avez été géniales. Oh, merci. Ils ont adoré. C'est bien, mais en fait, ils veulent pas prendre de mais les investisseurs, ils ont plutôt été encourageants. On les comprend aussi par rapport à la situation actuelle, mais on va leur prouver que l'année prochaine, ils reviendront vers nous. Il y a un moment, il faut être réaliste, ça va marcher. Oui. On va finir avec l'avis d'Anthony que je partage. Je pense que c'est pas parce qu'il y a un monopole qu'il n'y a pas un marché à prendre. Je pense que tous les monopoles sont voués à être renversés, surtout quand ils commencent à franchir toutes les limites du raisonnable. Je pense à des sociétés en te disant ça avec lesquelles on travaille et qui abusent, mais vraiment. Mais bref, c'est comme ça. En tout cas, la réalité, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, il faut continuer à bosser, comme elles le disent. Peut-être que l'année prochaine, c'est les investisseurs qui reviendront les voir. Peut-être qu'ils regretteront de ne pas avoir mis leur argent dans leur société. C'est tout le mal que je te souhaite. Moi, ce que j'ai à te dire à la fin de cette émission, c'est très simple. D'abord, tu n'as pas d'excuses. Tu es en capacité de créer ta boîte. Elles l'ont fait en travaillant, tu peux le faire en travaillant. Deuxièmement, ne te voile pas la face. Oui, tu peux avoir une entreprise qui vaut des millions, mais ça demande un travail de fou furieux et tout le monde n'est pas capable de produire et de faire ce travail-là. Et en fait, il faut être à l'intérieur, il faut être dans le job pour se rendre compte de ce que ça implique. Et à ce moment-là, tu te diras, ah ouais, effectivement, quand j'ai valorisé 1 million, j'ai un peu tiré sur la corde, j'ai un peu abusé. Et enfin, on va finir avec un message d'espoir. Tout est possible, les gars. Tout est possible. N'abandonnez jamais, sans être obstiné, bien évidemment, mais soyez déterminés à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Si tu n'y crois pas, moi j'y crois pour toi et je te rappelle que si tu veux que je t'aide à avancer, il y a un séminaire le 11 octobre à Montpellier. Tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet séminaire, tu peux réserver ta place. Sinon sur mes réseaux sociaux, dans ma bio, j'ai mis directement le lien. Tu cliques, tu réserves ta place. On se retrouve le 11 octobre au Planète Océan et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!